France 24 et RFI présentent Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour Ici l'Europe. Notre émission vous est proposée par France 24 et Radio France Internationale. Alors l'organisation de l'Alliance Atlantique, l'OTAN, sera au cœur de tous les débats, non seulement pour son grand sommet à La Haye les 24 et 25 juin, mais aussi dans les couloirs du Conseil européen du 26 juin. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui une personnalité importante de cette scène euro-atlantique, Marcos Perestrello. Bonjour. Vous êtes l'actuel Bonjour Caroline. Président de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. C'est un hémicycle qui réunit 281 parlementaires issus des 32 pays membres de l'OTAN. Je rappelle que vous êtes député socialiste au Parlement portugais et vous présidez d'ailleurs la Commission nationale de la Défense après avoir été d'ailleurs secrétaire d'État à la Défense nationale et aux affaires maritimes au Portugal. Alors, bonjour Monsieur Perestrello, mais on va commencer quand même un peu plus loin de notre continent et un peu plus loin du siège de l'OTAN qui est en effet à Bruxelles, avec Israël qui a annoncé vendredi avoir mené une première série de frappes préventives, je cite, contre des cibles militaires et nucléaires de l'Iran, soupçonné de vouloir se doter de l'arme atomique. L'Iran nie, réplique. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, demande de travailler à une désescalade après ces frappes. Comment ? C'était des sages paroles du secrétaire général de l'OTAN parce qu'il faut absolument faire tous les efforts pour désescaler cette situation entre Israël et l'Iran. On sait que l'Iran, ce n'est pas un pays ami. C'est un pays qui est près de la Russie, soutient la Russie sur la guerre contre l'Ukraine. Alors, l'Iran, ce n'est pas un pays ami et c'est une menace pour la sécurité régionale. Et s'ils viennent une potence nucléaire, ils viennent être une menace pour la sécurité mondiale. Alors, dit ça, la décision d'Israël d'attaquer le programme nucléaire iranien, c'était une décision unilatérale qui a été prise pendant des négociations entre les États-Unis et l'Iran, qui ont des réunions dimanche. Alors, c'était important que cette réunion aurait la place le dimanche. Et ça doit être une préoccupation pour tous les pays de l'OTAN, comme Mark Rutte a dit. Les efforts pour désescaler ce conflit doivent être une réalité. Il faut rester clair. On sait que le président des États-Unis a dit qu'il a été prévenu, mais il n'était pas part dans ces attaques. Alors, l'effort que tous nous on doit faire pour désescaler sont des efforts positifs pour la paix à la région et les effets qu'elle peut avoir dans l'espace euro-atlantique aussi. Oui, parce qu'il y a quand même des inquiétudes des citoyens mondiaux, j'ai envie de dire, du démarrage d'une troisième guerre mondiale. C'est une région quand même assez stratégique et d'ailleurs qui est assez stratégique pour l'OTAN aussi. C'est stratégique pour l'OTAN et c'est stratégique pour tout le monde. C'est une région fondamentale et les gens ont des bonnes raisons pour être préoccupés avec tous les conflits qu'il y a en différentes parts du monde en même temps. Nous avons un conflit à l'Europe très violent, avec des effets pas seulement dans la région entre la Russie et l'Ukraine, mais avec des effets migratoires, économiques. On a aussi des conflits très sérieux au Moyen-Orient. Les leaders politiques sont aussi très préoccupés avec la situation. Alors, pour répondre à ça, il faut faire des efforts immédiats pour désescaler le conflit entre Israël et l'Iran, comme il faut aussi
faire des efforts pour inciter des négociations sérieuses que peut fermer un cessez-le-feu à l'Ukraine et ouvrir les négociations pour une paix durable et juste qui protège l'Ukraine de la Russie. Alors, grand enjeu de l'Alliance Atlantique, augmenter pour les Européens en particulier l'effort de défense, 3,5% du PIB pour les dépenses de défense essentielles, 1,5% pour les annexes, soit 5%. La moyenne actuelle est à 2%. Tout cela parce que Donald Trump nous demande de faire encore plus d'efforts. Est-ce que ça n'est pas irréaliste? Bon, ça dépend du temps qu'il faut avoir pour obtenir l'objectif final. Il faut avoir du temps pour obtenir ces objectifs. Les 5% ont une part très considérable des investissements dans les infrastructures et la résilience des infrastructures critiques. Le reste, le 3,5%, c'est des équipements et des personnels, les cœurs des capacités militaires. Il faut être conscient que pour avoir une défense et une dissuasion forte et crédible, il faut avoir des capacités aussi fortes et crédibles. Il faut faire des investissements. Une part très importante de ces investissements sont aussi dans les industries de défense européennes. La majeure contribution que l'Union européenne peut faire pour la sécurité de l'Europe dans ce moment, c'est permettre d'avoir des États et des pays plus forts. Ce sont les pays et les États qui font l'OTAN. Et ce que les Américains viennent de demander il y a plus de 10 ans, c'est que l'Europe et du Canada font un effort plus fort pour être à l'auteur de ces responsabilités de défense et dissuasion. C'est ça que les Américains demandent de l'Europe et du Canada. Et de ces points de vue, ils ont une certaine raison, parce qu'il faut avoir une alliance plus équilibrée et plus juste, dans laquelle tous les membres font des contributions pareilles à sa capacité économique et militaire. Vous venez, on le disait, du Portugal, qui reste un des pays de l'Alliance qui consacre une très faible part de son PIB à la défense, 1,5% selon les dernières données de l'OTAN. En Espagne, d'ailleurs, il y a eu des grandes manifestations contre l'augmentation du budget de la défense, donc beaucoup de contestations. La péninsule ibérique se sent moins concernée par l'OTAN, peut-être moins concernée aussi par la guerre en Ukraine? Pas du tout. S'il est possible de voir les sondages, les études, on peut voir que les opinions publiques à Portugal sont très préoccupées avec la situation de sécurité à l'Europe et sont un des peuples qui plus soutient l'effort de l'Ukraine. Heureusement, le Premier ministre de Portugal a déjà assumé le compromis dans cette année et à la sommet de l'OTAN, présenter le plan, le 2% du GDP jusqu'à cette année. Et je pense que le Premier ministre d'Espagne a aussi présenté un compromis dans ce même sens. Les deux pays ont anticipé ces efforts pour avoir les 2% du GDP dans cette année de 2025, ce qui est positif parce que nous aussi, à la péninsule ibérique, doit accepter les compromis il y a 10 ans, plus de 10 ans, en 2014 à Cardiff. L'année 2025 est présentée comme un tournant de la guerre en Ukraine avec un soutien militaire renforcé, on le disait, des Européens, mais peut-être un désengagement américain. Nous avons des échanges avec les parlementaires ukrainiens qui sont un part important du partenariat de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. On a déjà allé beaucoup de fois à Kiev. Dans nos parlements nationaux, tous les membres sont toujours très vocaux à soutenir, dans le soutien à l'Ukraine. Mais je veux dire une chose sur les Américains que je pense que c'est important de dire dans ce moment.
On voit un change de ton et un change d'approche de l'administration américaine, politique, diplomatique, qu'il faut résister et qu'il faut avoir la conscience que force certaines adaptations dans cette relation de la part des pays européens. Il y a aussi une politique commerciale beaucoup plus agressive et qui forcera aussi d'échanges et d'adaptations dans les pays alliés des États-Unis. Mais du point de vue stratégique, c'est que à l'OTAN, le message de l'administration américaine est très cohérent et très consistante. Elle n'a pas changé. Il demande plus de ses alliés en termes de contribution pour l'Alliance. Mais ils n'ont pas réduit son commitment avec l'Alliance. Alors, je dirais que dans tous les aspects, tous les sujets de la politique externe américaine, lequel qui est plus stable, plus constante et plus cohérent, c'est précisément la relation stratégique avec l'Europe et l'OTAN. Vous notez que les Européens ont augmenté leur contribution au budget de l'OTAN et en particulier à la défense. Nous dépendons trop des armes américaines, c'est le constat de l'ensemble de l'Union européenne. Les Américains ont d'ailleurs fait un lobbying terrible pour que les armes achetées avec l'argent de l'Union européenne, qui est en train de sortir l'argent justement, ne soient pas essentiellement de fabrication européenne. Il y a un système de préférence européenne qui se met en place. Qu'est-ce que vous en pensez justement du point de vue de l'OTAN aussi? Les décisions des achats seront toujours prises par les États, pas par l'OTAN, mais par les États. L'OTAN va définir avec les États les capacités militaires que chacun doit avoir. Mais à la fin, les programmes d'achat seront faits par les États. Et les États chercheront toujours les meilleurs équipements, les plus efficaces, avec la meilleure relation prix-qualité, efficace et capacité d'accomplir des objectifs. Vous savez bien que les armes américaines, elles peuvent être bridées. Oui, mais oui, bien sûr. Alors, ça que faut faire, c'est développer une capacité industrielle européenne effective, qui est capable de répondre à toutes les volontés des États. Il faut développer des capacités, il faut développer technologie, il faut développer capacité de construction des équipements qu'on peut acheter, parce que la décision sera toujours à la fin des États. Si on veut une vraie capacité industrielle européenne, elle doit être européenne et pas espagnole, française, portugaise ou allemande. Elle doit être européenne, involvant des entreprises de tous les pays. Alors, et dans la rationalité des options de chaque pays seront aussi, je suis sûr de ça, le bénéfice économique que chaque pays peut avoir avec chaque achat. Face à la recrudescence des attaques hybrides, comme les cyberattaques massives de mars 2025 contre 6 pays de l'OTAN, les sabotages de câbles sous la mer Baltique, comment l'Alliance peut-elle renforcer sa réponse à ces menaces asymétriques? Les attaques hybrides sont faites pas seulement du point de vue physique sur les câbles, comme vous avez mentionné, mais avec la désinformation qui attaque le cœur de notre démocratie. La désinformation, c'est responsable pour une croissance très considérable du discours antidémocratique dans l'espace européen. Alors, il faut le combattre aussi. Il faut être conscient que l'OTAN, c'est une organisation défensive qui veut défendre un moyen de vie démocratique. L'OTAN, ce n'est pas une organisation qui n'aime pas la Russie. Et la désinformation, c'est une forme d'attaque hybride très
sérieux qui a des effets très visibles dans l'espace politique européen où les partis d'extrême droite occupent déjà une part considérable de l'espace parlementaire et politique dans l'Union européenne. Parlons de votre pays, justement, et de partis politiques d'extrême droite qui augmentent. Lors des dernières élections législatives de mai 2025, ce parti Chega a réalisé une percée historique en obtenant 20% des voix, 60 sièges, devenant la première force d'opposition du Portugal devant, d'ailleurs, le Parti socialiste dont vous êtes issu, dans un pays qui a longtemps été considéré comme résilient face à la montée des extrêmes. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ça passait exactement le même qui se passe dans le reste de l'Europe. Il a pris un peu plus de temps à arriver ici, mais il a arrivé aussi une certaine désinformation, de créer des facts politiques, de capacité de contrôler les réseaux sociaux. Et cet discours a pris ici les mêmes effets qu'il a pris dans les autres pays européens, Allemagne par exemple, à la France par exemple. Et l'objectif de cette force, c'est toujours de créer instabilité capable d'ouvrir le chemin pour arriver au pouvoir. Ils ne seront pas, je suis convaincu de ça, ils ne seront pas une force capable de contribuer pour la stabilisation du gouvernement. Merci Marcos Perestrello, président de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. Merci à vous d'avoir été notre invité. Vous restez bien entendu sur France 24 et Radio France Internationale. L'actualité continue.